Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine et 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Nous allons aujourd'hui aborder le chapitre de la voie dorsale lemniscale, la colonne dorsale médiale lemniscale. Alors tout de suite, une introduction au système nerveux. Qu'est-ce que c'est que la matière grise? Qu'est-ce que c'est que la matière blanche? Quelle est la différence entre un nerf et une voie? Quelle est la différence entre ascendant et descendant? Quelle est la différence entre voie, commissure et association? Les différents récepteurs impliqués dans cette voie? Les, les faisceaux, le faisceau dorsal versus le faisceau antérolatéral? Le neurone de premier ordre, le fascicule gracillus et le fascicule cuneatus, le neurone de second ordre, le neurone de troisième ordre, le lemniscus médial, le thalamus, la capsule interne et le cortex postérieur centro-gyrus. Alors, la conception du système nerveux, il est simple. Il y a une unité centrale qui reçoit des afférentes et qui renvoie des efférentes. Alors, les récepteurs envoient des afférences à l'unité centrale et l'unité centrale donne des ordres qui vont être exécutés suivant la voie efférente. Alors, une voie, c'est un ensemble d'axones, c'est une collection d'axones qui vont de la périphérie vers le centre et qui emmènent des informations sensorielles. Mais quelle est la différence entre une voie et un nerf? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors, une voie est une bande d'axones, un nerf est aussi une bande d'axones. La différence, c'est que le nerf, il est en dehors du système nerveux, alors que la voie, elle est à l'intérieur du système nerveux. Tous les deux sont des câbles d'information, mais il y a une différence de structure importante entre les deux. Euh, les cellules de Schwann constituent la matière grise, alors que la matière blanche, elle est faite d'oligodendrocytes. Donc la différence entre les cellules de Schwann et les oligodendrocytes constitue un élément histologique primordial de différenciation. Alors, il y a certaines maladies qui attaquent uniquement les cellules de Schwann, il y a d'autres maladies qui attaquent uniquement les oligodendrocytes, et il y a des maladies qui attaquent les deux. Alors, une bande d'axones constitue la matière blanche. La matière grise, c'est quoi en fait? Ce sont les corps cellulaires. C'est le conglomérat des corps cellulaires qui constitue la matière grise. Alors, les tracts, les axones constituent la matière blanche, les corps cellulaires constituent la matière grise. Et une voie, c'est une, c'est une collection d'axones qui constituent la voie, et la voie peut être ascendante, elle peut être descendante. Alors, une voie, c'est toujours dans le sens vertical, supérieur, inférieur, inférieur, supérieur. Mais si la connexion s'effectue de gauche à droite ou de droite à gauche, on parle de commissure. On ne parle plus de voie, mais on parle de commissure. Mais si la connexion s'effectue d'une manière antérieure vers le postérieur ou du postérieur vers l'antérieur, on parle alors d'association, des fibres d'association. Donc antéro-postérieur, fibre d'association, droite, gauche, gauche, droite, fibre constituent les commissures, de haut en bas, de bas en haut, les fibres constituent des voies.
Alors, quand on dit qu'une voie est descendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps cellulaire est au niveau du cerveau. Si elle est ascendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps cellulaire est en bas, il est dans la moelle. Ça, c'est une différence entre ce qui est descendant et ascendant. Alors, sur le terme d'évolution, la colonne dorsale, qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est un système sur le plan d'évolution qui est très avancé. C'est un système qui est précis, c'est un système qui est relativement récent et la vitesse de progression de l'information du stimulus, elle est rapide. Pourquoi? Parce que ce sont des fibres qui sont très myélinisées. Alors, quel type d'information ils conduisent? Ils conduisent ce qui est précis, ce qui est fin, le toucher fin. Elles conduisent la proprioception, le sens de position et le sens de position du corps. Elles transmettent les vibrations. Elles permettent de distinguer les deux points de discrimination sur le point de sensibilité. Et elles transmettent la sensibilité consciente vers le cortex et la sensibilité inconsciente vers le cervelet. Le faisceau antérolatéral, par contre, est un système qui est relativement primitif. La vitesse de conduction est lente et le système, il n'est pas très myélinisé. Ici, nous sommes en présence de la partie dorsale. Ici, c'est la partie latérale. Ici, c'est la partie antérieure. Donc, ici, c'est un réseau qui est relativement sur le plan évolutionnel. Il est plus récent, il est plus précis, il est très myélinisé, alors que sur le côté latéral et le côté antérieur, les faisceaux antérolatéraux, ils sont sur le plan évolution, ils sont plus anciens, donc moins précis, donc ils conduisent moins vite à cause parce ils contiennent moins de myéline. Alors voici la feuille de route que nous allons suivre durant cet exposé. Donc on a dit que la stimulation elle part des récepteurs et à partir des récepteurs elle va suivre ce qu'on appelle le premier neurone qui est en bleu ici, puis le second neurone qui est en vert, et puis enfin le troisième neurone qui est en rouge. Donc, c'est pour dire qu'il y a 3 neurones qui constituent cette voie dorsale. Alors, les récepteurs, ils sont multiples. Il y en a, il y a les corpuscules de Merck. Il y a les terminaisons libres, il y a les corpuscules de Pacini, il y a le corpuscule de Ruffini, il y a les corpuscules de Meissner. Alors, toutes ces sensibilités sont drainées vers les fibres dorsales, vers la fibre dorsale, et vont être véhiculées vers le second neurone, avant d'être véhiculées au troisième neurone. Alors, la colonne dorsale, elle va transmettre donc le toucher, mais elle va transmettre aussi le toucher précis, 2 points de discrimination. Elle va transmettre les vibrations, elle va transmettre la proprioception, les différentes positions des articulations dans le corps. C'est une information qui doit parvenir au cerveau d'une manière rapide. C'est pour ça que les fibres sont myélinisées, elles sont beaucoup plus myélinisées que le reste des faisceaux. Alors, une autre remarque à propos de cette distribution, ce qui est dorsal, il est uniquement ascendant. Alors, ce qui est latéral et ventral, il est en même temps ascendant et descendant. Ça, c'est une différence structurelle entre ce qui est postérieur, latéral et antérieur.
Ce qui est postérieur, donc les faisceaux postérieurs, ils sont uniquement ascendants, alors que ceux qui sont latéraux et ventraux sont ascendants et descendants. Ensuite, le, le réseau dorsal, il est constitué de 4 petites unités. Alors, ces 4 unités, on les appelle des fascicules, le fascicule du gracillus et le fascicule cuneatus. Alors, au centre, gracillus, moi je pense à gros, gras, et la périphérie, c'est cuneatus. Donc, les fibres, elles vont d'une manière postérieure, elles vont joindre les faisceaux gracillus et cuneatus. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le cadre du premier neurone. Donc, on est encore dans le cadre du circuit bleu. On n'est pas encore passé au circuit du deuxième neurone qui est vert et au circuit du troisième neurone qui est rouge. Donc, on est encore dans ce stade. Alors, un autre élément important dans la différence entre les fascicules gracillus et cuneatus, c'est que le fascicule gracillus, il s'étend jusqu'aux régions lombaires. Donc, les influx qui concernent les membres inférieurs, les pieds, les jambes et tout ça, ils vont transiter par le fascicule gracillus. Par contre, les influx qui vont survenir du membre inférieur, du cou et de la tête, ils vont transiter par le fascicule cuneatus. Alors, ce qui est en bas, c'est gracillus, ce qui est en haut, c'est cuneatus. Le deuxième élément, c'est que ce qui est médial, donc près de la ligne centrale, c'est gracillus. Et ce qui est externe, ce qui est en dehors, c'est cuneatus. C'est important, nous allons voir pourquoi. Alors la main, c'est plus haut, le pied, c'est plus bas, et la main, c'est externe, et le pied, il est médial. Alors, l'importance de cette répartition, elle est tributaire de ce qu'on appelle line and line topographie. Et cette répartition dépend de la topographie des faisceaux dans leur ascension. Alors, ce qui est médial, on a dit, c'est le fasciculus gracillus qui conduit donc les influx des membres inférieurs, alors que ce qui est latéral, c'est le faisceau cuneatus qui conduit les influx qui proviennent du bras et de la main et de la partie supérieure du corps. Alors, quelle est la signification clinique de cette idée? Si vous avez une tumeur qui est latérale, eh bien, obligatoirement, vous aurez des signes, des symptômes qui correspondent aux membres supérieurs. Par contre, si vous avez une tumeur qui est centrale, eh ben, vous allez chercher plutôt au niveau du membre inférieur. Ça permet d'identifier la localisation et de rattacher les symptômes en fonction de cette localisation. Alors ici pour indiquer que le membre inférieur, il est central, alors que le membre supérieur, il est latéral. Nous sommes ici au niveau de la médula, et dans la médula, il y a 4 nucléi, et ces nucléi sont connectés avec les faisceaux. Alors, le faisceau gracillus se connecte avec le nucléus gracillus, et le faisceau cuneatus se connecte avec le nucléus cuneatus. Donc, faisceau correspond à nucléus. Il y a 2 faisceaux à droite et 2 faisceaux à gauche, donc 2 nucléi à droite et 2 nucléi à gauche. Alors, le cuneatus, le faisceau cuneatus commence à partir de D6. On dit en anglais c'est T6, c'est thoracic 6. Alors que le gracillus, il commence au niveau du L1.
la première lombaire. Alors, ici, donc, au niveau de la première lombaire, vous ne voyez que les fascicules gracilus. Vous ne voyez pas, ici, au niveau, à la coupe à ce niveau, vous ne voyez pas de fascicule cuneatus. Si vous faites une coupe plus haute, alors vous allez trouver les deux. Vous allez trouver les fascicules gracilus et les fascicules cuneatus qui sont en dehors. Alors, les fibres de premier neurone, donc les fibres du faisceau cuneatus, elles s'arrêtent au niveau du nucleus cuneatus et les fibres du faisceau gracilus s'arrêtent au niveau du faisceau gracilus. Alors, ce qui est bleu, c'est le premier neurone, il s'arrête ici. Qu'est-ce qui va se passer maintenant après? Eh bien, le nucleus cuneatus va envoyer des fibres qu'on voit ici en jaune et qui vont aller vers l'autre côté. Ici, le premier neurone, c'est des fibres qui sont ipsilatérales, donc du même côté, mais ici, elles vont changer de direction, elles vont aller au sens opposé. Donc, le nucleus cuneatus envoie des fibres à droite, à gauche, et le nucleus gracilus envoie des fibres à gauche, et vice-versa pour ce qui est du nucleus cuneatus gauche et nucleus gracilus gauche, ils vont envoyer des fibres à droite. Alors, ce croisement des fibres, il a un nom et nous allons le voir. Pourquoi? Alors, quand les fibres se croisent, elles prennent le nom du lemniscus médial. Alors, lemniscus médial. Alors, quelle est la différence entre lemniscus et faisceau? Un faisceau, c'est cylindrique. On voit les fibres qui sont disposées dans un faisceau. Lemniscus, ça veut dire qu'il est plat, comme une lame. Donc, les fibres du lemniscus, elles vont être aplaties. Ici, c'est rond, ici, c'est plat. Quand c'est rond, c'est faisceau, et quand c'est plat, c'est lemniscus. Alors, nous avons dit ce qui est inférieur traverse le fascicule gracilus jusqu'à la médula. Ce qui vient du côté supérieur traverse le fasciculus cuneatus jusqu'à la médula. À partir de la médula, les neurones de premier ordre s'arrêtent. À ce moment-là, c'est les neurones de second ordre qui commencent et ils vont croiser vers le côté opposé avant de monter. Donc, quand ils croisent, ils prennent le nom de lemniscus médial. Ils vont traverser le pont, le midbrain, et vont se retrouver au niveau du thalamus. Nous sommes ici en présence des thalamus. Alors, il y a le thalamus droit et le thalamus gauche. Ici, c'est ce qui est antérieur, ici, c'est ce qui est postérieur. Alors, ici, c'est le nucléus ventro-antérieur du thalamus. Ici, c'est le nucléus ventro-intermédiaire et ici, c'est le nucléus ventro-postérieur. Alors, le nucléus ventro-postérieur, il a deux parties. Il a une partie, ce qu'on appelle le ventro-postérieur latéral, c'est la partie qui est grande, et le tout petit qui est à côté s'appelle le ventro-postérieur médial. Alors, de second ordre, il se connecte avec le VPL, le ventro-postéro-latéral. Quand les fibres de deuxième ordre arrivent au niveau du thalamus, donc au niveau du ventro-postéro-latéral, le deuxième ordre neurone, il s'arrête. Ce qu'on voit ici en vert. Maintenant, c'est un nouvel ordre de neurones qui commence, ça s'appelle le troisième ordre neurone. Alors, ce troisième ordre neurone, il va traverser ce qu'on appelle, ici c'est le noyau lenticulaire, ici c'est la capsule,
Ici, c'est le bras antérieur de la capsule. Ici, c'est le bras postérieur de la capsule. Ici, c'est le genou de la capsule. Alors, les fibres qui vont prendre naissance au niveau du VPL, au niveau du ventre postérolatéral, du thalamus, elles vont traverser la partie antérieure de, de la capsule, puis la partie postérieure de la capsule, et ils vont se prolonger vers le haut. Alors, ces fibres de troisième ordre qui ont quitté la capsule, elles vont se continuer par ce qu'on appelle la corona radiata. Alors, corona radiata, pourquoi? Parce que ça ressemble à une couronne. Ensuite, les fibres qui sont éparpillées dans cette couronne, ils vont parvenir à leur destination, c'est-à-dire le cortex sensoriel. Alors, le cortex sensoriel, il va recevoir l'information, il va comparer l'information, il va la comparer avec l'expérience ancienne et il va donner une gradation, il va donner un grade à cette information, il va localiser cette information avant de prendre la décision. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne? Vos remarques et suggestions sont bienvenues. Merci.